Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée, et profitez bien de l'histoire. Chapitre 1. Le marié réticent. L'alliance semblait étrangère aux doigts d'Elias Hart alors qu'il se tenait au fond de la salle de réception, regardant les invités célébrer une union qu'il avait acceptée mais que son cœur ne pouvait étreindre. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur l'assemblée de 200 inconnus venus assister à l'union des familles Hart et Norin. Le champagne coulait à flots, les rires résonnaient sous les plafonds voûtés, et au centre de tout cela se trouvait Lila, sa femme depuis exactement 6 heures. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce naturelle, sa robe de mariée un chef-d'œuvre de dentelle ivoire sur sa peau foncée. Quand elle riait, les invités autour d'elle semblaient attirés dans son orbite, comme des corps célestes tournant autour d'une étoile. Elias l'observait de derrière une colonne de marbre, sa main balafrée cachée dans sa poche où personne ne pouvait la voir trembler. Déjà en train de te cacher de ta mariée. La voix appartenait à son père, apparut soudainement à ses côtés avec 2 verres de liquide ambré. Je prends juste un moment, répondit Elias, acceptant le verre offert. Son père l'étudia, ses yeux s'attardant sur le côté droit de son visage où la chirurgie reconstructrice avait fait de son mieux pour réparer ce que le feu avait réclamé. Les Norins ont honoré leur engagement. Leur fille est tout ce qu'ils ont promis, éduquée, belle, d'excellente lignée. La question reste de savoir si mon fils honorera le sien. Elias prit une gorgée mesurée de sa boisson. J'ai signé les papiers. Le mariage, c'est plus que des papiers, Elias. Cette femme mérite plus qu'une signature réticente et un lit froid. Avant qu'Elias ne puisse répondre, une lueur ivoire dans sa vision périphérique annonça l'approche de Lila. Son père se retira discrètement, les laissant seuls. Te voilà, dit Lila, son accent ghanéen subtil mais musical. Je pensais que tu t'étais peut-être déjà échappé. Bien que son ton fût taquin, une lueur d'inquiétude véritable ombragea ses yeux. De près, Elias pouvait voir les motifs complexes rasés dans ses cheveux très courts, ornés de minuscules épingles en cristal assorties à ses boucles d'oreilles. Sa peau était impeccable, non marquée par la tragédie ou la douleur. Elle méritait mieux qu'un homme abîmé. J'avais juste besoin d'air, dit-il, forçant un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. Lila l'étudia. Son regard était si direct qu'il lui donnait envie de détourner son côté balafré. Au lieu de cela, elle le surprit en attrapant sa main cachée, la tirant doucement de sa poche. Il se raidit mais permit le contact. Dans ma culture, dit-elle, traçant la peau striée de sa paume avec son pouce. Les cicatrices ne sont pas quelque chose à cacher. Elles racontent des histoires de survie. Elias retira sa main. Certaines histoires ne valent pas la peine d'être racontées. Un microphone crissa tandis que l'organisatrice de mariage annonçait la première danse du couple. Les yeux de Lila croisèrent les siens, une question silencieuse dans son regard. Ils nous attendent, dit-elle. Elias hocha la tête avec raideur et lui offrit son bras. Ils se dirigèrent vers le centre de la piste de danse, entourés de visages impatients. La musique commença, un morceau de jazz lent qu'il reconnut vaguement. Alors qu'il plaçait sa main à sa taille, maintenant une distance formelle entre eux, il l'entendit murmurer à son oreille. Je ne me briserai pas, Elias Hart. La déclaration le prit au dépourvu, et pendant un bref instant, il la regarda vraiment, non pas comme une obligation ou un arrangement commercial, mais comme une femme qui venait de lier sa vie à un inconnu. Ce qu'il vit dans ses yeux n'était ni pitié ni résignation, mais une détermination tranquille qui le fit détourner le regard le premier. La cabane au bord du lac était un cadeau de mariage des parents de Lila, nichée dans une crique privée à 2 heures de Seattle. Des fenêtres allant du sol au plafond faisaient face à l'eau, encadrant les North Cascades au loin. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être le refuge parfait pour une lune de miel. Elias transporta leurs bagages à l'intérieur, tandis que Lila explorait le rez-de-chaussée à air ouverte avec sa cheminée en pierre et sa cuisine moderne. Des fleurs fraîches étaient disposées dans des vases dans toute la maison, une attention délicate du gérant de la propriété, qui avait rempli le réfrigérateur et réglé le chauffage à une température confortable avant leur arrivée. C'est magnifique, dit Lila, passant la main sur le comptoir en granit poli. Elle avait troqué sa robe de mariée contre un simple pull et un jean, ses bijoux de mariage remplacés par une simple alliance en or. Tes parents ont mentionné que tu appréciais la nature. J'ai pensé que ce serait peut-être plus confortable qu'un appartement en ville. Elias posa la dernière valise. Tu as choisi cet endroit. Elle hocha la tête. Je voulais un endroit calme où nous pourrions nous adapter.
Une pause. Apprendre à nous connaître. Sa prévenance ne fit qu'accentuer son malaise. Il se surprit à souhaiter qu'elle eût été froide ou exigeante, n'importe quoi qui justifierait la distance qu'il avait l'intention de maintenir. « Je prendrai la chambre d'amis, dit-il brusquement, reprenant sa valise. Tu peux avoir la chambre principale. Il ne manqua pas l'éclair de blessure qui traversa ses traits avant que son expression ne se lisse en une neutralité soignée. Comme tu le souhaites. Plus tard dans la nuit, Elias se tenait dans la salle de bain des invités, étudiant son reflet dans le miroir. La vapeur de la douche embuait le verre, estompant heureusement la topographie de ses cicatrices. Les dommages s'étendaient de sa tempe droite jusqu'à son cou, disparaissant sous sa clavicule et se propageant sur son épaule et son dos. La peau était un patchwork de chirurgie et de greffe, un terrain qu'aucune femme ne devrait avoir à explorer. L'accident s'était produit il y a 2 ans. Il conduisait lorsqu'un semi-remorque s'était mis en portefeuille devant lui sur l'autoroute. Sa voiture avait heurté le réservoir de carburant, s'enflammant. Le côté conducteur avait subi le pire. Les médecins qualifièrent sa survie de miraculeuse. Ils la considéraient parfois comme une malédiction. Ses fiançailles avec Lila avaient été arrangées il y a 6 mois, une continuation d'un plan mis en branle par leur famille bien avant son accident. Il avait essayé de le rompre, mais le devoir envers les souhaits de sa famille avait prévalu. Lila n'avait jamais hésité, même après l'avoir vu pour la première fois après l'accident. Sa constance l'avait seulement convaincu que ses motifs devaient être liés à une obligation familiale plutôt qu'à un désir personnel. Un léger coup à la porte de la chambre interrompit ses pensées. Elias, la voix de Lila traversa la porte. J'ai fait du thé si tu en veux. Il hésita, puis enroula une serviette autour de sa taille, s'assurant qu'elle couvrait la majeure partie de son torse cicatrisé, avant d'entrouvrir la porte. Merci, mais je suis fatigué. La journée a été longue. Elle se tenait dans le couloir, tenant 2 tasses fumantes, vêtue d'un peignoir en soie par-dessus ce qui semblait être un pyjama. Son visage s'affaissa légèrement à son rejet, mais elle hocha la tête. Bien sûr. Repose-toi bien, Elias, lança-t-elle en se détournant. Elle s'arrêta, se retournant avec attente. Les mots lui manquèrent alors qu'il essayait d'expliquer ce qu'il ne pouvait articuler même pour lui-même. Finalement, il dit simplement « Merci de ta compréhension ». Son sourire était doux, mais teinté de tristesse. « Je comprends plus que tu ne le penses, Elias. Quand tu seras prêt à le voir, je serai là. » Alors que la porte se refermait entre eux, Elias sentit une étrange oppression dans sa poitrine. La première douleur émotionnelle qu'il avait ressentie depuis l'accident qui n'était pas liée à ses cicatrices ou à son sentiment d'identité perdue. C'était quelque chose de nouveau et d'inattendu. La prise de conscience qu'en essayant d'épargner à Lila un mari qu'elle ne méritait pas, il pourrait la blesser d'une manière qu'il n'avait pas envisagée. Pourtant, se dit-il en s'allongeant dans le lit inconnu, écoutant le doux clapotis de l'eau du lac contre la rive à l'extérieur. C'était mieux ainsi. Mieux qu'elle comprenne maintenant, avant que les attentes ne puissent prendre racine, avant que la déception ne puisse éclore, avant que l'un ou l'autre ne puisse prétendre que cet arrangement était autre chose que ce qu'il était. Un mariage d'intérêts familiaux, pas de cœur. 3 mois, décida-t-il, fixant le plafond. Il donnerait 3 mois, pour les apparences. Puis il suggérerait une séparation discrète, leur permettant à tous deux de sauver la face tout en trouvant le bonheur ailleurs. Lila était jeune, belle, brillante. Sans lui, sans le fardeau de ses blessures, elle s'épanouirait. Cette pensée aurait dû le réconforter. Au lieu de cela, alors que le sommeil le gagnait enfin, Elias rêva de musique jazz et de la certitude murmurée d'une femme qui affirmait qu'elle ne se briserait pas. Chapitre 2. La cabane silencieuse. La lumière du matin filtrait à travers les pins entourant la cabane au bord du lac alors que Lila se versait sa première tasse de café. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour du mariage et la cabane avait trouvé un rythme de coexistence silencieuse. Le calendrier sur le réfrigérateur marquait 92 jours de mariage, 92 petits déjeuners pris à des heures différentes, 92 nuits passées dans des chambres séparées, et des conversations qui ne s'aventuraient jamais au-delà de questions polies sur la météo ou les préférences culinaires. Lila s'appuya contre le comptoir de la cuisine, regardant le lever du soleil peindre le lac de teintes ambrées. Elle avait appris à aimer cette vue, même si le silence de la cabane menaçait de l'étouffer. Prenant son carnet de croquis, elle ajouta un autre trait de fusain à son dessin du paysage, capturant la façon dont la brume s'accrochait à la surface de l'eau aux premières heures. Le bruit d'une porte s'ouvrant à l'étage l'alerta du réveil d'Elias.
Elle mit rapidement de côté son carnet et s'affaira à préparer une deuxième tasse de café, noir avec un sucre, comme il le préférait. Leur rituel matinal était bien établi. Elle laissait son café sur le comptoir et se retirait dans la véranda avant qu'il n'entre, lui laissant de l'espace pour commencer sa journée sans la maladresse d'une conversation forcée. Aujourd'hui, cependant, Lila s'attarda. Elle avait résolu pendant la nuit blanche qu'après 3 mois à respecter ses limites, il était temps de les défier. Leur arrangement, si on pouvait l'appeler ainsi, la vidait lentement de l'intérieur. « Bonjour », dit-elle quand il apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un haut à manches longues et d'un jean malgré la chaleur du début de l'été. Elias s'arrêta, clairement surpris de la trouver encore dans la cuisine. « Bonjour », répondit-il, sa voix rauque par manque d'usage. Ses yeux se portèrent sur la tasse de café qu'il attendait, puis revinrent vers elle, une question dans son regard. « Je pensais que nous pourrions peut-être prendre le petit déjeuner ensemble, » dit Lila, désignant la table où elle avait disposé des fruits, du yaourt et du pain fraîchement cuit du marché fermier local. C'est une belle journée. Le conflit se lisait sur ses traits. J'ai une conférence téléphonique à 8 heures. Il est 6h30, souligna-t-elle doucement. Après un moment d'hésitation, Elias hocha la tête et prit place à table, choisissant avec soin la chaise qui gardait son côté balafré loin d'elle. Lila considéra cela comme une petite victoire. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne s'aventure plus loin. J'ai parlé à ma mère hier. Elle a demandé comment nous nous installions. Que lui as-tu dit? Sa question contenait une pointe de tension. Lila le regarda droit dans les yeux. Je lui ai dit que la cabane est charmante et que tu es très occupé par le travail. Elle coupa une fraise avec plus de force que nécessaire. Je ne lui ai pas dit que mon mari me traite comme une colocataire qu'il éviterait de devoir un loyer. Elias posa sa tasse de café avec un clic sec contre la soucoupe. Je n'ai jamais prétendu que ce serait autre chose. Non. Tu n'as jamais rien prétendu du tout, acquiesça-t-elle, sa voix restant calme malgré la frustration qui couvait. Tu as fait des suppositions sur ce que je voulais, ce que j'attendais, sans jamais me le demander. C'était clair d'après l'arrangement. L'arrangement, l'interrompit-elle, était entre nos familles. Ce qui se passe entre nous, Elias, c'est à nous de le décider. Il détourna le regard, sa mâchoire se crispant. J'essaie d'être prévenant. En m'ignorant? Elle secoua la tête. Ce n'est pas de la prévenance, c'est de la lâcheté. Le mot resta suspendu entre eux, tranchant et indéniable. Elias repoussa sa chaise, son petit déjeuner à moitié mangé. J'ai du travail à faire. Lila le regarda se retirer dans son bureau, la porte se refermant fermement derrière lui. Elle resta à table, se demandant si elle avait poussé trop fort, trop tôt. Puis elle se rappela que 92 jours de patience n'avaient abouti qu'à plus de distance. Quelque chose devait changer. De la fenêtre de son bureau, Elias regardait Lila marcher le long du lac, sa silhouette élancée se découpant sur la lumière du matin. Elle portait une simple robe d'été, ses pieds nus laissant des empreintes dans le sable humide alors qu'elle ramassait des pierres lisses, examinant chacune avant de la garder ou de la faire ricocher sur la surface de l'eau. Il avait été inutilement brusque au petit déjeuner. Son accusation de lâcheté avait touché de trop près une vérité qu'il n'était pas prêt à reconnaître. Il était plus facile de présenter sa distance comme de la prévenance plutôt que de la peur. Peur qu'une fois la nouveauté de leur arrangement passée, elle ne voie ses cicatrices pour ce qu'elles étaient. Un rappel permanent d'une marchandise endommagée. Se détournant de la fenêtre, Elias se força à se concentrer sur ses emails professionnels, mais sa concentration ne cessait de se briser. Des fragments de leur brève conversation rejouaient dans son esprit aux côtés de souvenirs de leur tout aussi brève danse de mariage. La façon dont elle avait murmuré « Je ne me briserai pas », comme si elle avait déjà vu à travers ces murs soigneusement construits. Plus tard dans l'après-midi, un coup à la porte de son bureau le tira d'une visioconférence. Un instant, lança-t-il à ses collègues, coupant son microphone avant d'ouvrir la porte. Lila se tenait dans le couloir, les clés de voiture à la main. Je vais en ville faire des courses. As-tu besoin de quelque chose? Il remarqua qu'elle s'était changée, portant un pantalon en lin et un chemisier, son cou orné d'un simple collier en or. Le petit clou en or dans son nez captait la lumière quand elle inclinait la tête, attendant sa réponse. Non, merci, dit-il, puis il ajouta, conduis prudemment. Quelque chose comme de la déception traversa son visage avant qu'elle n'hoche la tête et ne se détourne. Elias se surprit à parler à nouveau avant de pouvoir reconsidérer. En fait,
nous n'avons plus de grains de café, les Éthiopiens, s'ils en ont. Lila s'arrêta, se retournant, avec le premier vrai sourire qu'il avait vu d'elle depuis des semaines. Éthiopien, ce sera. Quand elle fut partie, Elias retourna à sa conférence téléphonique, mais il surprit ses pensées à dériver vers la façon dont le sourire de Lila avait transformé son visage, révélant une fossette sur sa joue gauche qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il lui vint à l'esprit qu'en 3 mois de mariage, il ne savait pratiquement rien de sa femme au-delà de ses préférences en matière de café et de son penchant pour les promenades matinales. Cette prise de conscience aurait dû renforcer sa détermination à maintenir la distance. Au lieu de cela, elle lui laissa une sensation de vide inattendu dans la poitrine. Le soir trouva Lila dans la véranda, un espace qu'elle s'était progressivement approprié au cours des derniers mois. Des étagères bordaient un mur, rempli de la littérature et des textes académiques qu'elle avait apportés de sa vie antérieure à Accra. Une table à dessin se tenait près des fenêtres, couverte de croquis de plantes indigènes qu'elle avait documentées lors de ses promenades dans la forêt environnante. Elle lisait quand la porte s'ouvrit, la faisant lever les yeux avec surprise. Elias se tenait dans l'embrasure, hésitant. « Puis-je entrer » demanda-t-il, comme si elle pouvait lui refuser l'accès à une pièce de sa propre maison. Elle hocha la tête, mettant de côté son livre. « Bien sûr. » Il entra, portant 2 tasses et lui en tendit une. Le riche arôme du café éthiopien qu'elle avait acheté emplit l'espace entre eux. « Merci, » dit-elle, acceptant l'offrande d'un regard curieux. En 3 mois, c'était la première fois qu'il la cherchait après le dîner. Elias prit place dans le fauteuil en face du sien, sa posture rigide. « Je te dois des excuses pour ce matin. » Lila sirota son café, se donnant le temps de considérer sa réponse. « Tu ne me dois rien, Elias. Mais j'apprécie le geste. » « Tu avais raison, » dit-il, la surprenant davantage. « Je t'ai évité. » « Ce n'est pas juste. » Elle l'étudia par-dessus le bord de sa tasse, remarquant la façon dont il se tenait, toujours de biais, pour que le côté balafré de son visage reste dans l'ombre. « Puis-je te poser une question personnelle ?» Son hésitation était visible, mais il hocha la tête. « L'accident, commença-t-elle prudemment. C'était il y a combien de temps ? 2 ans, 1 mois et 16 jours, répondit-il, sans avoir besoin de calculer, la précision lui disant à quel point la date était gravée dans sa conscience. Étais-tu seul ? Oui. Sa prise se resserra sur sa tasse. Accident de camion sur l'IL5. Ma voiture a pris feu. Lila absorba cette information, la reliant au motif de cicatrices qu'elle avait entrevues le soir de leur mariage. Les médecins ont fait un travail remarquable. Un rire amer lui échappa. C'est une façon polie de le dire. Je n'étais pas poli, contra-t-elle. J'étais honnête. Tu es toujours là, c'est remarquable. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais il semblait différent du silence tendu habituel, plus contemplatif qu'oppressant. Finalement, Elias posa une question à son tour. Pourquoi as-tu accepté cet arrangement ? Tu aurais pu refuser. Lila envisagea d'esquiver, mais décida que la vérité était la seule voie à suivre. S'il devait un jour dépasser cette impasse. J'étais curieuse de connaître l'homme que mes parents décrivaient, brillant, intègre, avec une vision qui dépassait son âge. Elle sourit légèrement. J'ai toujours été attirée par les esprits qui voient le monde différemment. C'était avant, dit-il, sa voix basse. Avant quoi ? L'accident, le défia-t-elle. Penses-tu que des cicatrices ont changé ton esprit, Elias ? Il ne répondit pas, mais le raidissement de son expression lui dit qu'elle avait touché un point sensible. Lila se pencha en avant. Je n'ai pas épousé ton visage ni ta peau sans défaut. Cela ne m'a jamais été offert. Ce qui a été offert était un mensonge, contra-t-il, une version de moi qui n'existe plus. Alors montre-moi qui existe maintenant, dit-elle simplement, parce que tout ce que j'ai vu depuis 3 mois, c'est un homme qui se cache dans sa propre maison de sa propre femme. Elias posa sa tasse et se leva, la conversation le poussant clairement au-delà de sa zone de confort. Il se fait tard. Lila n'essaya pas de l'arrêter alors qu'il se dirigeait vers la porte, mais elle l'appela doucement. Je pensais ce que j'ai dit à notre mariage, Elias. Je ne me briserai pas. La question est, te permettras-tu un jour de plier ? Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le dos tourné, les épaules tendues sous sa chemise. Pendant un instant, elle crut qu'il pourrait se retourner, qu'il pourrait enfin lui faire face complètement. Au lieu de cela, il hocha la tête une fois,
un acquiescement sans engagement, et continua dans le couloir jusqu'à sa chambre séparée. Lila resta dans la véranda longtemps après son départ, regardant le clair de lune onduler sur la surface du lac. 3 mois de mariage avec un inconnu qui craignait d'être vu. Mais ce soir, pour la première fois, il l'avait cherché, lui avait apporté du café, lui avait posé une question qui suggérait qu'il se demandait peut-être qui elle était, au-delà de l'arrangement qui les avait réunis. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur, et Lila Norinhart avait toujours été patiente lorsqu'elle poursuivait quelque chose qui en valait la peine. Lila traça du doigt le dos des disques vinyles rangés dans un meuble oublié sous la fenêtre du salon. La découverte avait été accidentelle. Elle cherchait des couvertures supplémentaires alors que les nuits en montagne se rafraîchissaient, mais elle trouva à la place une collection d'albums de jazz qui prenaient la poussière. Elle en sortit un, admirant la pochette vintage d'un club enfumé avec un saxophoniste en silhouette contre des lumières de scène bleue. Miles Davis quintet, lut-elle à haute voix, soufflant la poussière de la pochette avant d'extraire soigneusement le vinyle. Les anciens propriétaires de la cabane avaient laissé un tourne-disque que Lila avait supposé être purement décoratif. Maintenant, elle l'examinait avec un intérêt renouvelé, le trouvant en état de marche, malgré des années d'inutilisation. Elle plaça le disque sur le plateau et abaissa l'aiguille avec une précision délicate. Les premières notes crépitèrent à travers les haut-parleurs, un saxophone mélancolique soutenu par un piano subtil, la qualité sonore imparfaite mais d'autant plus authentique pour ses défauts. Lila ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Il y avait quelque chose de familier dans la mélodie, quelque chose qui ravivait un souvenir. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle se tourna pour trouver Elias dans l'embrasure de la porte, une mallette à la main, de retour d'une rare journée à son bureau de Seattle. Son expression était plus curieuse qu'accusatrice. « J'ai trouvé ces disques, expliqua-t-elle, désignant le meuble. Celui-ci me semblait familier. » Elias posa sa mallette et s'approcha prudemment, comme si la musique pouvait le brûler. Ses yeux tombèrent sur la pochette de l'album et son expression se transforma. Reconnaissance, suivie d'un rapide frisson d'émotion. Le gala de la fondation de Seattle, dit-il doucement. Il y a 4 ans. C'était ce groupe. Les yeux de Lila s'écarquillèrent alors que le souvenir se mettait en place. Tu y étais. Toi aussi. La révélation resta en suspens entre eux, un moment partagé d'avant. D'avant l'accident, avant l'arrangement, avant le silence. Lila avait assisté au gala avec son père lors de sa première visite à Seattle, une collecte de fonds pour l'éducation scientifique. Elle se souvenait d'avoir aperçu Elias de l'autre côté de la pièce, engagé dans une conversation animée avec des chercheurs, ses gestes passionnés alors qu'il décrivait un concept au-delà de sa portée auditive. « Je t'ai vu là-bas, » admit-elle. Tu parlais de technologie durable. Tu semblais si entier. Sa voix contenait une pointe d'amertume. Vivant, corrigea-t-elle, passionné. De la même manière que tu sembles quand tu es en visioconférence et que tu oublies de fermer la porte de ton bureau. Un éclair de surprise traversa ses traits, rapidement masqués. Tu écoutes mes appels ? Pas intentionnellement, l'assura-t-elle, mais le son porte dans cette cabane. Parfois j'entends ta voix quand tu expliques des concepts à des collègues. Elle hésita avant d'ajouter, j'aime comment tu sembles alors. Comme toi-même. Elias détourna le regard, mal à l'aise avec son observation. Le disque continuait de jouer, remplissant le silence entre deux notes qui évoquaient des lustres en cristal et des pistes de danse polie. Voudrais-tu dîner ? Demanda Lila, changeant de sujet. J'ai fait un ragoût d'agneau. C'est la recette de ma grand-mère. Il hocha la tête, la suivant jusqu'à la cuisine, où le riche arôme de viande et d'épices lentement mijoté emplissait l'air. La musique continuait de flotter à travers l'espace ouvert, créant une atmosphère différente de leur repas silencieux habituel. Ils mangèrent à l'îlot de cuisine, la formalité de la table à manger abandonnée pour la proximité de la chaleur de la cuisinière. C'est excellent, commenta Elias après plusieurs bouchées, l'appréciation sincère dans sa voix faisant sourire Lila. Ma grand-mère a insisté pour que j'apprenne à cuisiner avant de quitter le Ghana, expliqua-t-elle. Elle disait qu'une femme devait savoir se nourrir, qu'elle cuisine pour les autres ou non. Elle semble sage. Elle l'était. La voix de Lila s'adoucit de souvenirs. Elle m'a élevé après la mort de ma mère. J'avais 10 ans. Elias leva les yeux, la surprise évidente dans son expression. Je ne savais pas que ta mère était décédée. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas l'un sur l'autre, souligna doucement Lila. C'était ton choix.
Il n'eut aucune réponse à cela, retournant son attention à son repas. Mais la dynamique entre eux avait évolué. Un petit morceau de son histoire lui appartenait maintenant, qu'il l'ait cherché ou non. Après le dîner, Lila se leva pour débarrasser les assiettes, mais Elias l'arrêta d'un léger contact sur son poignet. Le premier contact volontaire qu'il avait initié depuis leur jour de mariage. « Laisse-moi faire, dit-il, retirant sa main rapidement, mais pas avant qu'elle ne sente la texture rugueuse du tissu cicatriciel contre sa peau. « Tu as cuisiné. »« Merci, dit-elle, reculant pour lui permettre d'accéder à l'évier. Elle le regarda remonter ses manches, juste assez pour éviter de les mouiller, en prenant soin de garder ses avant-bras couverts. Le disque avait fini de jouer, laissant la cabane à nouveau silencieuse. Prenant une décision, Lila retourna au salon et choisit un autre album de la collection. Celui-ci mettait en vedette une chanteuse à la voix de contralto enfumée qui se déversa dans la cuisine comme du miel chaud. Quand elle revint, Elias séchait la dernière des assiettes, ses mouvements méthodiques. « Danse avec moi, dit-elle soudainement. Il se figea, un torchon suspendu en l'air. « Quoi ? Danse avec moi, répéta-t-elle en tendant la main. Juste une fois. Je ne danse plus. Son refus fut immédiat, son langage corporel se refermant. Tu as dansé à notre mariage, lui rappela-t-elle. C'était différent. C'était attendu. Lila ne baissa pas la main. Et ce n'est qu'une danse, Elias. Pas un engagement, pas une reddition, juste un mouvement sur de la musique. Il regarda sa main tendue comme si elle pouvait contenir à la fois le salut et le poison. La chanteuse fredonnait le clair de lune et les occasions manquées, sa voix se faufilant entre les notes de piano avec une précision étudiée. S'il te plaît, ajouta doucement Lila. Une danse. La demande résonna, brisant sa résistance initiale. Après un autre moment d'hésitation, Elias posa le torchon et s'avança vers elle. Il ne prit pas sa main, mais il se déplaça dans l'espace ouvert de la cuisine, maintenant une distance prudente. « Tiens-moi pendant que je danse, alors, rectifia Lila, comprenant ses limites. Elle commença à se balancer au rythme de la musique, assez près pour qu'il puisse sentir sa présence, mais pas au point qu'il se sente piégé. Lentement, maladroitement, Elias commença à bouger aussi, ses rythmes raides, mais trouvant progressivement une synchronicité avec les siens. Ils dansèrent sans se toucher, comme des planètes sur des orbites séparées, conscientes de la gravité de l'autre, mais maintenant leur distance. Au fur et à mesure que la chanson avançait, Lila ferma les yeux, se perdant dans la musique et le moment, cette petite victoire d'un espace partagé. Quand elle les rouvrit, elle trouva Elias qui la regardait, son expression sans garde pour une fois. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait pas vu auparavant, ni pitié, ni résignation, ni détachement poli, mais une curiosité sincère. Enhardie, elle se rapprocha légèrement, toujours sans toucher, mais réduisant l'écart prudent entre eux. Ses yeux vacillèrent de panique momentanée, mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il tendit sa main, la gauche, celle qui n'était pas balafrée, dans l'espace entre eux. Le souffle de Lila se coupa. Elle plaça sa main dans la sienne, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. Ils continuèrent à se balancer, connectés maintenant par ce seul point de contact, sa prise hésitante, comme s'il était prêt à la relâcher au premier signe d'inconfort. « Tu vois, dit-elle doucement, le monde ne s'est pas arrêté. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, le premier qu'elle avait vu depuis leur jour de mariage. Pas encore. La chanson toucha à sa fin, ses dernières notes s'évanouissant dans l'immobilité de la cabane. Pendant 3 battements de cœur, ils restèrent connectés, les mains liées dans l'espace entre leurs corps. Puis Elias se dégagea doucement, reculant pour rétablir la distance dont il semblait avoir besoin. « Merci pour le dîner, dit-il formellement, comme si la danse n'avait pas eu lieu, comme s'ils n'avaient pas partagé le moment le plus intime de leur mariage de 3 mois, et pour la musique. » Lila hocha la tête, reconnaissant que pousser plus loin ce soir annulerait les progrès qu'ils avaient faits. « Bonne nuit, Elias. » Il disparut dans le couloir menant à sa chambre, la laissant seule dans la cuisine avec l'écho de la musique flottant encore dans l'air. Lila retourna au tourne-disque et replaça soigneusement le vinyle dans sa pochette, ses doigts s'attardant sur la couverture. Ce soir marquait une percée, non pas spectaculaire, mais significative, comme la première fissure capillaire dans un barrage qui avait retenu un océan. Dans sa chambre, Elias s'assit sur le bord de son lit, le cœur battant comme s'il avait couru un marathon, plutôt que de simplement s'être balancé sur de la musique dans sa propre cuisine. Sa main,
celle qui avait tenu la sienne, picotait du souvenir de la peau chaude contre sa paume. Il n'avait pas eu l'intention de danser avec elle, il n'avait pas eu l'intention de partager une partie de lui-même au-delà de ce que les convenances exigeaient. Pourtant, quelque chose dans la musique, dans le souvenir qu'elle évoquait d'un temps avant que sa vie ne se brise en un avant et un après, avait affaibli sa résolution. Et Lila, elle l'avait regardé, non pas avec pitié ou révulsion, mais avec un simple désir de connexion. Quand elle ferma les yeux et bougea au rythme de la musique, son visage s'était détendu en une expression de pur plaisir, comme si danser dans la cuisine avec un partenaire réticent était exactement là où elle voulait être. Cela n'avait aucun sens pour lui. Elle était jeune, belle, éduquée. Elle aurait pu avoir n'importe qui. Pourquoi accepterait-elle un arrangement avec un homme dont le corps et l'esprit avaient été également balafrés par le feu? Il repensa à ce qu'elle avait révélé au dîner, qu'elle avait perdu sa mère enfant, que sa grand-mère l'avait élevée de petites pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas réalisé qu'il essayait de résoudre. Qui était cette femme qui était entrée dans sa vie par un arrangement, mais qui refusait d'être traitée comme une transaction? Elias aperçut son reflet dans le miroir de la commode et détourna rapidement les yeux, une aversion habituelle. Puis, se forçant à regarder à nouveau, il étudia ce que Lila devait voir quand elle le regardait. La ligne déchiquetée qui courait de sa tempe à sa joue, la texture inégale de sa mâchoire droite, où la peau greffée n'avait jamais tout à fait correspondu à l'original. Les cicatrices continuaient le long de son cou, sur son épaule et le long de son bras droit jusqu'au poignet, une carte du pire jour de sa vie gravée en permanence dans sa chair. Les médecins avaient qualifié de remarquable le fait qu'il ait conservé une mobilité totale. Ils louaient le succès des greffes, la contracture minimale, la façon dont son corps avait accepté les traitements. Tout ce qu'Elias avait vu était un paysage en ruine où son ancien moi avait autrefois résidé. Pourtant, ce soir, quand Lila l'avait regardé pendant qu'il dansait, il n'avait vu ni dégoût ni pitié dans ses yeux, juste de la présence, de l'acceptation, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'il avait contraint, contre toutes ses défenses soigneusement construites, à tendre la main vers elle. Elias fléchit ses doigts, se souvenant du poids chaud de sa paume contre la sienne. Une si petite chose, une main offerte et acceptée, et pourtant cela semblait monumental, comme si une frontière fondamentale avait été franchie. Il pensa à ce qu'elle avait dit à leur mariage, « Je ne me briserai pas », et pour la première fois, il s'autorisa à considérer la possibilité qu'elle ne le ferait peut-être pas, que la fragilité qu'il avait projetée sur elle n'existait peut-être que dans son esprit, un reflet de sa propre image brisée plutôt que d'une faiblesse en elle. La prise de conscience était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. Si Lila était plus forte qu'il ne l'avait supposé, de quelles autres suppositions aurait-il pu se tromper? Le sommeil l'éluda cette nuit-là, alors que la question résonnait dans son esprit, accompagnée de la sensation fantôme de sa main dans la sienne, et du souvenir des notes de jazz flottant à travers la cabane qui, pour la première fois, avait semblé être autre chose qu'une belle prison. Chapitre 3. Second signal, la soirée poésie. Une semaine après leur danse, Lila découvrit le journal relié en cuir en organisant la bibliothèque de la véranda. Il était tombé derrière une rangée de manuels techniques, son dos craquelé par des années d'utilisation. Elle n'avait pas l'intention de l'ouvrir, respectant l'intimité d'Elias, mais quand il tomba de ses mains, les pages s'éventèrent pour révéler des vers manuscrits. De la poésie. La poésie d'Elias. À en juger par les dates dans les marges, toutes antérieures à l'accident, son écriture coulait sur les pages en lignes disciplinées, articulant des pensées sur la nature, le temps et la fragilité des liens humains. Lila referma rapidement le journal, mais pas avant qu'une strophe particulière n'attire son œil, dans les espaces entre les mots « je te trouve », non dans ce qui est dit mais dans ce qui reste, non dit, comme l'air entre des mains tendues qui ne se touchent jamais tout à fait. Les mots résonnaient avec la vérité de leur situation actuelle, ce qui lui fit mal au cœur. Elle replaça soigneusement le journal là où elle l'avait trouvé, mais les vers restèrent avec elle, résonnant dans son esprit alors qu'elle préparait le dîner ce soir-là. Elias avait été moins distant depuis leur danse, la rejoignant pour les repas sans qu'on le lui demande, et initiant occasionnellement des conversations sur des sujets neutres. La météo, un documentaire qu'il avait regardé, ses croquis du lac. Ces petites interactions, aussi banales fussent-elles, semblaient être des trésors après des mois de silence. Cette nuit-là, alors que la pluie s'abattait contre les fenêtres et que le tonnerre grondait sur le lac, Lila décida de prendre un autre risque. Elle alluma un feu dans l'âtre en pierre et disposa des coussins sur le sol, créant un nid douillet contre le froid de la tempête. Sur la table basse, elle plaça 2 verres et une bouteille de cabernet de la cave bien garnie de la cabane. Quand Elias sortit de son bureau, attiré par l'odeur du cèdre en feu, il s'arrêta au seuil du salon,
observant la scène avec une incertitude visible. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Lila leva les yeux de l'endroit où elle était assise en tailleur sur un coussin, un livre ouvert sur ses genoux. « Je pensais que nous pourrions lire ensemble. » La tempête rend l'atmosphère parfaite pour la poésie. Son regard s'aiguisa. « De la poésie ? J'ai apporté quelques recueils d'Accra, expliqua-t-elle, désignant une pile de livres à côté d'elle. Wol Soyinka ? Warsanshire ? Odia Ofema ? Je pensais que nous pourrions partager nos favoris. » L'hésitation d'Elias était palpable, mais après un moment, il la rejoignit, choisissant un coussin à une distance respectable du sien. Lila versa du vin dans les 2 verres et lui en tendit un, leurs doigts s'effleurant brièvement lors de l'échange. « Lis-tu souvent de la poésie » demanda-t-elle, en prenant soin de garder un ton désinvolte. Il sirota son vin avant de répondre. « Avant, oui. Plus maintenant. » Le passé resta suspendu entre eux, une autre victime de l'accident, une autre partie de lui-même qu'il avait abandonnée. Lila ouvrit son livre, changeant délibérément de sujet avant qu'il ne puisse se replier. « Ceci est de Warsanshire, dit-elle, pour les femmes qui sont difficiles à aimer. » Elle commença à lire, sa voix douce mais claire sur fond de pluie et de flammes crépitantes. Le poème parlait d'arrêt et d'acuité, d'être trop et jamais assez, du courage requis pour s'aimer soi-même quand les autres trouvaient cela difficile. Pendant sa lecture, Lila sentit l'attention d'Elias passer d'une tolérance polie à une écoute sincère. Quand elle eut terminé, le silence s'installa entre eux, pensif plutôt que tendu. « À ton tour, dit-elle, lui offrant le livre. »« Je ne, » commença-t-il, puis s'arrêta. « Je n'ai pas lu de poésie depuis longtemps. Alors je choisirai pour toi. » Elle sélectionna un autre volume de la pile et trouva une page qu'elle avait marquée. « Ceci m'a rappelé le lac à l'aube. » Elle lui tendit le livre, ouvert à un poème d'Odia Ofema qui décrivait un paysage dans l'espace liminal entre la nuit et le jour, le moment où le monde retenait son souffle avant de s'engager dans le matin. Elias accepta le livre avec réticence, mais une fois qu'il commença à lire, sa voix gagna en assurance. Les mots coulaient de lui comme s'il déverrouillait quelque chose de longtemps dormant, sa cadence naturelle parfaitement adaptée au rythme des vers. Quand il eut terminé, il sembla presque surpris de lui-même, comme s'il avait oublié le son de sa propre voix lorsqu'il ne discutait pas de travail ou n'échangeait pas de banalités. « C'était magnifique, dit Lila. »« Le poème est magnifique, corrigea Théil. »« J'ai juste lu les mots. »« Non, c'était ta lecture. » Elle soutint son regard. « Tu as une voix faite pour la poésie, Elias. » Il détourna les yeux, mal à l'aise avec le compliment, mais ne le contesta pas. Au lieu de cela, il prit une autre gorgée de vin et demanda « Comment as-tu découvert la poésie ?»« Ma grand-mère, » répondit Lila, s'installant plus confortablement contre son coussin. « Après la mort de ma mère, j'ai cessé de parler pendant presque 1 an. Les médecins ont appelé ça le mutisme sélectif, une réponse à un traumatisme. » Il traça le bord de son verre de vin avec un doigt. « Ma grand-mère a tout essayé pour m'atteindre, mais rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'elle commence à lire de la poésie à haute voix tous les soirs. Finalement, j'ai commencé à lire avec elle, puis pour elle, et finalement mes propres mots sont revenus. » Elias l'étudia, la voyant sous un nouveau jour. « Je ne savais pas, la plupart des gens ne le savent pas, » sourit-elle légèrement. « Ce n'est pas quelque chose que je partage souvent. Mais je comprends le pouvoir du silence, Elias, et le courage qu'il faut pour le briser. » Le parallèle avec son propre silence choisi resta non dit entre eux. « J'ai trouvé ton journal, » admit-elle après un moment, posant son verre. « Je ne l'ai pas lu, pas intentionnellement, mais j'en ai vu assez pour savoir que tu écris, ou écrivais. » Sa posture se raidit. « C'était il y a longtemps. Les mots n'expirent pas, dit-elle doucement, le talent non plus. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. » Vraiment, le défia Lila, ou sont-elles simplement plus faciles à abandonner qu'à réconcilier avec qui tu es maintenant? L'expression d'Elias se referma, la fragile ouverture de quelques instants auparavant remplacée par ses murs familiers. « Tu ne comprends pas, alors aide-moi à comprendre, » le pressa Théil. « Montre-moi un poème, un seul, que tu as écrit. Quelque chose qui compte pour toi. » Il secoua la tête, se levant de son coussin. C'était une erreur. Avant qu'il ne puisse se retirer, Lila parla de nouveau, sa voix ferme. « Je te montrerai d'abord un des miens. » Elle récupéra un petit carnet à côté de la pile de livres. « J'écris sur des choses que je ne peux pas dire à voix haute. Peut-être que tu le faisais aussi.
Sans attendre sa permission, elle commença à lire. Je porte ton absence comme une seconde peau, tendue sur les endroits que tu aurais pu toucher. La nuit, je compte les espaces entre les battements de cœur, me demandant si les tiens gardent le même temps que les miens. On dit que les mariages arrangés construisent l'amour lentement, brique par brique prudente, un abri construit contre les vents de l'incertitude. Mais comment construire avec un fantôme qui hante sa propre maison, qui vit derrière des murs déjà construits trop hauts? Quand elle eut terminé, les seuls sons étaient la pluie contre les fenêtres et le crépitement des braises dans la cheminée. Lila ne leva pas les yeux, se sentant soudainement vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait écrit le poème pendant leur 2e mois de mariage, pendant une période de silence particulièrement solitaire. Lila. La voix d'Elias était rauque. Je ne réalisais pas, comment aurais-tu pu, demanda-t-elle, rencontrant enfin son regard. Tu n'as jamais regardé. La vérité de ces mots sembla le frapper physiquement. Il se rassit, plus près cette fois, et tendit la main vers son carnet. Puis-je? Elle hésita, puis le lui passa. Il relut le poème, silencieusement cette fois, ses doigts traçant les mots comme s'ils étaient en braille. Tu as du talent, dit-il finalement, lui rendant le carnet. Toi aussi, contra T.L. Je n'ai entrevu qu'un fragment d'un poème, mais je pouvais le dire. Elias resta silencieux un long moment, le conflit évident dans son expression. Puis il se leva et quitta la pièce sans un autre mot. Lila ferma les yeux, certaine d'avoir poussé trop loin, d'avoir brisé la connexion ténue qu'ils avaient commencé à construire. Mais quelques instants plus tard, il revint, le journal en cuir à la main. Il s'assit à côté d'elle, plus près qu'auparavant, et l'ouvrit à une page marquée d'un ruban délavé. Celui-ci, dit-il doucement, est la dernière chose que j'ai écrite avant l'accident. Il commença à lire, sa voix basse et intime dans la pièce éclairée par le feu. Le poème parlait d'un homme au bord de la transformation, ignorant que son monde était sur le point de changer irrévocablement, les derniers moments d'un ancien moi avant l'immolation en quelque chose de nouveau et de terrifiant. L'émotion brute des vers coupa le souffle de Lila. C'était Elias avant que le feu ne réclame la moitié de son corps, avant que les cicatrices ne réécrivent son sentiment d'identité. Et pourtant, le poème semblait étrangement prophétique, comme si une partie de lui avait senti le changement à venir. Quand il eut fini de lire, le silence les enveloppa de nouveau, lourd de connexions non dites. Dehors, l'orage continuait de faire rage, des éclairs illuminant occasionnellement la pièce en brefs flashs électriques. Merci, dit finalement Lila, d'avoir partagé cela avec moi. Elias referma le journal, mais ne le mit pas de côté. Je n'ai pas lu ça depuis avant, il désigna vaguement son côté balafré. Pourquoi pas? Ils ont été écrits par quelqu'un d'autre, dit-il, une personne qui n'existe plus. Lila tendit la main lentement, télégraphiant son mouvement, et posa sa main légèrement sur le journal. Les mots résonnent toujours, Elias. La voix est toujours la tienne, même si la main qui les a écrits semble différente maintenant. Il ne se dégagea pas de son contact. Je ne sais pas comment réconcilier qui j'étais avec qui je suis. Peut-être que tu n'as pas à les réconcilier, suggéra T.L. Peut-être que tu dois juste reconnaître que les deux font partie de toi, l'avant et l'après, existant ensemble, créant quelque chose de nouveau. Elias la regarda alors, la regarda vraiment, comme s'il voyait au-delà de sa présence physique quelque chose d'essentiel. Comment es-tu devenu si sage? Un sourire effleura ses lèvres. En survivant à mes propres flammes. Ils restèrent près de l'âtre jusque tard dans la nuit, partageant d'autres poèmes, certains tirés de livres, d'autres du journal d'Elias, d'autres du carnet de Lila. La distance entre leurs coussins diminua progressivement jusqu'à ce qu'ils soient assis épaule contre épaule, la chaleur du feu égalée par la chaleur de la connexion qui se construisait lentement entre eux. Lorsque l'épuisement les gagna enfin, ils s'endormirent là, aux extrémités opposées du canapé, les livres de poésie éparpillés entre eux comme des ponts jetés au-dessus d'un fossé qui se rétrécissait. Chapitre 4. Troisième signal. Le bain de minuit. La soirée de poésie marqua un tournant dans leur relation. Au cours des jours suivants, Elias commença à rejoindre Lila dans la véranda le soir, lisant parfois, partageant parfois simplement l'espace dans un silence complice. Ils maintenaient toujours une distance physique, mais les murs émotionnels entre eux avaient commencé à s'effriter. Un soir de fin juin, alors que la chaleur estivale persistait même après le coucher du soleil, Lila se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant le reflet de la lune scintiller à la surface du lac. Le chalet disposait d'équipements modernes, y compris une piscine chauffée surplombant l'eau,
mais aucun d'eux ne l'avait utilisé durant leurs 3 mois de cohabitation. Un plan se forma dans son esprit, audacieux, peut-être trop direct, mais elle était fatiguée de la danse prudente qu'ils exécutaient. Si la poésie avait ouvert une porte entre eux, peut-être que ceci pourrait la pousser plus grand. Elle attendit qu'Elias se soit retiré dans son bureau avant de prendre un modeste maillot de bain noir dans sa commode. Elle le posa bien en évidence sur le comptoir de leur salle de bain commune, où il le remarquerait certainement, puis elle prit un peignoir léger et une bouteille de vin avec 2 verres et descendit sur la terrasse de la piscine. La nuit était parfaite, chaude, avec une douce brise qui portait l'odeur du pin et des fleurs sauvages. Des étoiles piquetaient le ciel clair, leur reflet se mêlant à celui de la lune sur l'eau calme du lac au-delà du bord à débordement de la piscine. Lila alluma les lanternes extérieures, baignant l'espace d'une lueur dorée qui semblait à la fois intime et onirique. Puis elle ôta son peignoir et entra dans l'eau chauffée sans son maillot de bain, s'immergeant jusqu'aux épaules. La sensation était exaltante, une rébellion privée contre des mois de bienséance prudente. Elle se versa un verre de vin et attendit, espérant que son invitation implicite serait comprise. 20 minutes s'écoulèrent avant qu'elle n'entende le son étouffé de la porte de la terrasse s'ouvrir. Elias se tenait, hésitant, sur le seuil, vêtu d'un short et d'une chemise à manches longues malgré la chaleur du soir. Dans sa main, il tenait le maillot de bain qu'elle avait délibérément laissé. « Vous avez oublié ceci, » dit-il, sa voix soigneusement neutre alors qu'il détournait les yeux de ses épaules nues visibles au-dessus de la surface de l'eau. Lila but une gorgée de vin, son regard fixe. « Je n'ai pas oublié. » L'implication flotta entre eux, claire et sans équivoque. La posture d'Elias se raidit. « Lila, je ne pense pas que... » « Ne pensez pas, » l'interrompit-elle doucement. « Soyez simplement ici, dans ce moment. L'eau est parfaite. » Son conflit était évident. Le désir de se retirer luttant contre autre chose, quelque chose de plus récent qui grandissait depuis la nuit où ils avaient partagé la poésie. Finalement, il posa le maillot de bain sur une chaise longue voisine. « Je ne peux pas, » dit-il en désignant son corps couvert. Lila comprit. « Vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller complètement, » dit-elle, « mais la sensation de l'eau est merveilleuse. Approchez-vous simplement. » Après un autre moment d'hésitation, Elias enleva ses chaussures et retroussa les jambes de son pantalon, puis s'assit au bord de la piscine, plongeant ses pieds et ses mollets. C'était un compromis, ne pas la rejoindre entièrement, mais ne pas se retirer non plus. Lila sourit, acceptant ce juste milieu. Elle se déplaça dans l'eau jusqu'à la bouteille de vin au bord de la piscine, versa un second verre et le lui offrit. Il l'accepta, prenant soin de garder les yeux sur son visage. « Parlez-moi d'Accra, » dit-il soudain, la surprenant. « Comment était votre vie là-bas » Reconnaissante de son effort de connexion, Lila commença à partager des histoires de son enfance, les marchés animés où sa grand-mère marchandait les tissus, l'université où elle avait étudié l'ingénierie, les amis qu'elle avait laissés derrière elle en déménageant en Amérique. Tout en parlant, elle restait dans l'eau, se rapprochant parfois de l'endroit où il était assis, mais sans jamais empiéter sur son espace. « Les orages me manquent, » avoua-t-elle. « Ils sont différents là-bas, violents, mais magnifiques. Ma grand-mère disait que c'étaient les ancêtres qui se disputaient à propos des affaires de famille. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Elias. Ma mère avait une expression similaire. Elle appelait les éclairs le flash de l'appareil photo de Dieu, prenant des photos de la terre pour se souvenir de ce qu'il avait créé. « Je ne savais pas que vous étiez spirituel, » observa Lila. « Je ne le suis pas particulièrement, mais j'aime l'image. » Il regarda le lac, le clair de lune argentant son profil. « Après l'accident, j'ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi j'avais survécu, alors que d'autres dans des situations similaires ne le font pas. S'il y avait un but à tout cela. Avez-vous trouvé une réponse ?» Il secoua la tête. Juste plus de questions. Ils se turent, le clapotis doux de l'eau contre le bord de la piscine étant le seul son. Lila termina son vin, posa le verre, puis s'immergea complètement, sentant l'eau l'envelopper comme une seconde peau. Lorsqu'elle refit surface, repoussant ses cheveux mouillés de son visage, elle trouva Elias qui la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous êtes belle, » dit-il doucement, les mots semblant le surprendre autant qu'elle. « Je ne vous l'ai jamais dit, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle, sa voix tout aussi douce. « Vous ne l'avez pas fait. »« J'aurais dû. » « C'est la vérité. » Enhardie par son aveu, Lila se rapprocha de l'endroit où il était assis, veillant toujours à garder la majeure partie de son corps sous la surface de l'eau. « Voudriez-vous entrer, juste un instant ?»
Le conflit traversa de nouveau ses traits. Les cicatrices. Elles sont plus étendues que ce que vous pouvez voir sur mon visage. Je sais, dit-elle simplement. Elles couvrent la majeure partie de mon côté droit, du visage jusqu'à la hanche. Le bras droit a été le plus touché, sa voix était factuelle, mais elle pouvait entendre la vulnérabilité en dessous. Elles font partie de vous, contrat-elle, et je veux vous connaître tout entier, Elias. Pas seulement les parties que vous jugez acceptables. Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Je ne suis pas allé dans l'eau depuis l'hôpital, les bassins de rééducation. Comprenant l'importance de ce qu'elle demandait, Lila recula, lui donnant de l'espace. Je suis désolé, je ne m'en étais pas rendu compte. À sa surprise, Elias commença à déboutonner sa chemise. Non, dit-il, vous avez raison. Il est temps. Le cœur battant, Lila se détourna, lui offrant de l'intimité. Elle entendit le bruissement du tissu, suivi du bruit de l'eau déplacée alors qu'il entrait dans la piscine. Quand elle se retourna, il était immergé jusqu'à la poitrine, son épaule droite cicatrisée visible au-dessus de la ligne de flottaison. La peau abîmée était une topographie complexe de tissus cicatrisés, certaines zones lisses et brillantes, d'autres texturées par le motif reconnaissable des greffes. Cela s'étendait le long de son bras et sur son torse aussi loin qu'elle pouvait le voir sous la surface de l'eau. Lila resta où elle était, lui permettant de s'adapter à cette nouvelle vulnérabilité. Merci, dit-elle simplement. Elias hocha la tête, son expression un mélange complexe de peur et de soulagement. C'est étrange. Mais agréable. Ils restèrent ensemble dans l'eau, maintenant une distance respectueuse, mais partageant le même espace, la même expérience. Peu à peu, la tension d'Elias s'apaisa alors qu'il redécouvrait le simple plaisir de flotter, d'être soutenu par l'eau. Dites-moi quelque chose que personne d'autre ne sait sur vous, suggéra Lila, flottant sur le dos et contemplant les étoiles. Elias réfléchit, puis offrit, je voulais être pianiste avant de me lancer dans la technologie. J'ai joué pendant 14 ans. Vous jouez encore? Il fléchit sa main droite sous l'eau. La dextérité n'est plus la même. Mais parfois, ça me manque. Il y a un piano dans le hangar à bateau, révéla Lila. Je l'ai vu en explorant. Il a probablement besoin d'être accordé, mais... Peut-être un jour, dit-il, ni un rejet, ni un engagement. Ils continuèrent à partager des fragments d'eux-mêmes, livres préférés de l'enfance, ambitions secrètes, petites peurs et joies privées. Minuit sonna et passa, mais aucun ne bougea pour quitter le sanctuaire qu'ils avaient créé. Finalement, Elias nagea plus près de l'endroit où Lila flottait, maintenant toujours une distance prudente, mais réduisant délibérément l'espace entre eux. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour ceci, il désigna la piscine, la nuit, le moment. Pour ne pas avoir abandonné. Lila sourit, le cœur plein. Certaines choses valent la peine de persister. Leurs mains se frôlèrent sous l'eau, un contact accidentel dont aucun ne se retira. Pendant un bref instant électrique, leurs doigts s'entrelacèrent avant qu'Elias ne la relâche doucement, non pas en signe de rejet, mais en reconnaissance du fait qu'ils progressaient exactement au bon rythme. Quand ils quittèrent enfin la piscine, Lila s'enveloppa dans son peignoir tandis qu'Elias se détournait. Ils retournèrent au chalet séparément, mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La distance demeurait, mais elle n'était plus insurmontable, juste un espace qu'ils apprenaient tous deux à traverser, un pas prudent à la fois. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée, et bonne lecture à tous. Elle ne s'y attendait pas. Certains démons portent des costumes à $1000 et arrivent précisément au coucher du soleil, lorsque la lumière mourante donne à toute chose une apparence sanglante. Les mains d'Elena Vos tremblaient tandis qu'elle mélangeait de la peinture pourpre à de la terre d'ombre brûlée, essayant de capturer sur sa toile la nuance exacte des rêves en ruine de sa famille. L'avis de saisie immobilière gisait, froissé, à côté de son chevalet, ses lettres noires et dures déclarant que la famille Vos avait exactement 72 heures pour quitter la seule maison qu'elle ait jamais connue. 50 millions de dollars. C'est ce qu'ils devaient à Walter Enterprises pour le projet d'hôpital pour enfants qui avait détruit leur entreprise de construction 6 mois plus tôt. La sonnette retentit à 18h47 précise, son carillon mélodieux résonnant dans la maison à moitié vide comme un chant funèbre. Le père d'Elena avait déjà vendu la plupart de leurs meubles, ne laissant que l'essentiel et le matériel d'art qu'il ne pouvait se résoudre à enlever à sa fille.
Elle entendit des voix basses et pressantes dans le foyer, le murmure vaincu de son père et une autre voix, profonde et maîtrisée, qui semblait commander l'air même qui l'entourait. Elena. La voix de son père se brisa comme du verre. S'il te plaît, descends. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle posa son pinceau, essuyant ses doigts tachés de peinture sur son jean usé. Par la fenêtre, elle pouvait voir une Bugatti Chiron noire et élégante garée dans leur allée, sa carrosserie à $1 million paraissant obscènement déplacée à côté de leur boîte aux lettres rouillées. À côté se tenaient deux hommes en costume sombre, qui semblaient capables de briser des os à main nue. Alexander Walter n'était pas ce à quoi elle s'attendait. À 38 ans, il possédait le genre de beauté masculine dévastatrice digne des couvertures de magazines, des pommettes saillantes qui pourraient fendre le verre, des yeux gris acier qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme, et des cheveux sombres parfaitement coiffés malgré la brise du soir. Son costume anthracite était clairement fait sur mesure, coûtant probablement plus que les dépenses mensuelles de sa famille, mais c'était son immobilité qui la déconcertait le plus. Il se tenait dans leur modeste salon comme un prédateur évaluant sa proie, chaque mouvement calculé et précis. Mademoiselle Voss, sa voix était du velours sur de l'acier. Je suis Alexander Walter. Elle avait entendu ce nom murmurer dans les cercles d'affaires et éclabousser les gros titres financiers. Le milliardaire de l'industrie pharmaceutique qui avait bâti son empire à partir de rien, dont l'entreprise contrôlait des médicaments vitaux sur 3 continents. Forbes estimait sa fortune nette à $12 milliards. Debout dans ses vêtements maculés de peinture devant cet homme, elle se sentait comme un moineau face à un prédateur alpha. « Je sais qui vous êtes », répondit-elle en relevant le menton avec défi. « Vous êtes ici pour nous mettre à la porte. » Quelque chose vacilla dans ses yeux gris. De la surprise, peut-être, ou de l'approbation. « En fait, je suis ici pour vous offrir une alternative. » Son père s'agita nerveusement près de la fenêtre. « Elena, Monsieur Walter a une proposition. » Le regard d'Alexander ne la quitta pas. L'entreprise de construction de votre famille a été engagée pour construire une aile d'hôpital pour enfants pour Walter Enterprises. Lorsque votre partenaire commercial a détourné $3 millions et a disparu, le projet s'est effondré, vous laissant redevable de l'intégralité des $50 millions pour rupture de contrat, plus les intérêts accumulés et les pénalités légales. Chaque mot la frappait comme un coup physique. Le partenaire, Victor Hale, était le meilleur ami de son père depuis l'université. Quand il avait disparu avec $3 millions des fonds du projet, il avait laissé les Voss responsables de l'échec total du contrat. Cependant, continua Alexander, sa voix s'adoucissant de manière presque imperceptible. Je suis prêt à annuler la totalité de la dette sous certaines conditions. Le cœur d'Elena martelait contre ses côtes. Quelles conditions? Un mariage avec moi, pour une durée de 2 ans. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Son père émit un son étranglé, mais Elena sentit le monde basculer sous ses pieds. Ce devait être une sorte de blague, un jeu cruel de milliardaire qu'elle ne pouvait comprendre. « Vous êtes fou », murmura-t-elle. « Je suis pragmatique. » Alexander se rapprocha, et elle capta une effluve de son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de masculin qui fit réagir son corps traître, malgré sa peur. « J'ai besoin d'une femme pour accéder à mon fonds en fiducie. Le testament de mon grand-père exige que je sois marié avant mon 40e anniversaire, sinon je perds le contrôle majoritaire de Walter Enterprises. Vous avez besoin de $50 millions pour sauver votre famille de la ruine financière. Pourquoi moi? » La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Pour la première fois, son sang-froid parfait se fissura légèrement. Ses yeux se posèrent sur la peinture derrière elle. Une œuvre en cours représentant une famille brisée se reconstruisant lentement, leur visage émergeant de l'ombre vers la lumière. « Parce que vous comprenez la fragilité, dit-il doucement. Et peut-être la guérison. » Le souffle d'Elena se coupa. Elle travaillait sur cette peinture depuis des mois, incapable de capturer exactement ce qu'elle voulait exprimer. Comment cet étranger l'avait-il vu si clairement? Les termes seront clairement définis, continua Alexander, son masque professionnel reprenant sa place. Un mariage contractuel d'une durée exacte de 24 mois. Vous vivrez dans ma propriété, mais conserverez une autonomie personnelle complète, des quartiers séparés, aucune intimité physique requise sauf si mutuellement désirée. Votre dette sera immédiatement annulée, et votre famille recevra $10 millions supplémentaires pour le désagrément. $10 millions. Assez pour reconstruire leur entreprise, payer leurs dettes restantes et assurer la retraite de ses parents.
Tout ça pour signer un morceau de papier et vivre dans un manoir pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous y gagnez, à part l'accès à votre fonds en fiducie, demanda-t-elle. Une femme qui ne tombera pas amoureuse de moi, répondit-il avec une honnêteté brutale. Quelqu'un qui comprend que c'est purement une affaire. La cruauté désinvolte de ces mots la piqua, mais elle sentit quelque chose de plus profond derrière eux. Une blessure si ancienne et si profonde qu'il avait construit toute sa vie autour de sa protection. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 30 secondes. Sa voix devint glaciale. Après cela, je mets en œuvre le plan B, qui implique une procédure de faillite et des poursuites pénales contre votre père pour rupture de contrat. Son père émit un son semblable à celui d'un animal mourant. L'esprit d'Helena passa en revue leurs options. Il n'y en avait aucune. La faillite détruirait ce qui restait de la réputation de leur famille. La santé de son père déclinait déjà à cause du stress. Des poursuites pénales pourraient le tuer. Mais un mariage avec cet étranger magnifique et terrifiant. 2 ans de sa vie échangés contre la survie de sa famille. Elle regarda le visage plein d'espoir et de désespoir de son père. Puis revint à l'expression impassible d'Alexander. Dans ses yeux gris acier, elle entrevit quelque chose qui décida pour elle. Une solitude si profonde qu'elle lui serra la poitrine. J'ai mes propres conditions, dit-elle finalement. L'arcade sourcilière d'Alexander se haussa élégamment. Nommez-les. Je continue mon article. Accès complet à un atelier. Et une liberté créative totale. Je ne serai pas exhibée comme une femme trophée à vos réceptions d'affaires, sauf si je choisis d'y assister. Et quand les 2 ans seront écoulés, nous nous séparerons sans histoire. Pas de complications. Pas de lien. D'accord. Il sortit un épais contrat de sa veste. Mes avocats ont déjà préparé les documents. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Cet homme planifiait tout dans les moindres détails. Elle parcourut rapidement le document. C'était exactement comme il l'avait décrit. Rédigé en langage juridique, mais étonnamment juste. Presque protecteur de ses intérêts. Signé ici. Il sortit un stylo coûteux. Son poids était substantiel dans ses doigts tremblants. Alors qu'elle écrivait son nom sur le contrat de mariage, scellant son destin à un homme qu'elle ne connaissait que depuis 20 minutes, Alexander parla de nouveau. Il y a une dernière chose, mademoiselle Voss. Elle leva les yeux et vit ses yeux gris flamboyer d'une intensité qui lui fit battre le cœur. Une fois que vous aurez signé ce contrat, vous m'appartiendrez pour les 2 prochaines années. Pas comme une propriété, ajouta-t-il rapidement en voyant son expression, mais comme un membre de la famille. Je protège ce qui est à moi avec tout ce que j'ai. Cela inclut vous protéger de quiconque pourrait essayer de vous faire du mal, y compris moi-même. L'avertissement lui fit parcourir un frisson dans le dos. Mais aussi autre chose. Une chaleur traîtresse qui suggérait que peut-être, juste peut-être, ce monstre magnifique pourrait être plus humain qu'il ne voulait le laisser paraître. Elle signa son nom avec assurance, scellant leur pacte avec le diable. Bienvenue dans la famille, Madame Walter, dit doucement Alexander, et pour un instant, son masque tomba complètement, révélant un homme qui semblait avoir obtenu un sursis de son propre enfer personnel. Dehors, le tonnerre gronda au loin, et Helena se demanda si elle venait de sauver sa famille ou de se condamner à quelque chose de bien plus dangereux que la dette. Un mariage qui pourrait bien devenir réel. Chapitre 2, lié par le papier, séparé par les murs exactement 3 semaines après avoir vendu son âme, Helena se tenait devant un miroir dans une robe de mariée à 20 000 $, se sentant comme un sacrifice magnifiquement emballé, préparé pour l'autel. La suite nuptiale du domaine Walter rivalisait en taille avec la maison de son enfance. Tout n'était que marbre poli et lustrant cristal projetant des prismes arc-en-ciel sur les murs ornés de peintures originales de Monet. Isabella Reed, sa meilleure amie depuis l'école d'art, ajustait la traîne cathédrale de la robe tout en luttant pour ne pas pleurer. « Tu n'es pas obligé de faire ça », murmura Isabella pour la 100e fois. « On pourrait s'enfuir. J'ai ma voiture dehors. On pourrait être au Mexique demain. » « Bella, arrête. » Helena attrapa la main de son amie, la serrant doucement. « Tu sais bien que je n'ai pas le choix. » À travers les baies vitrées, elle pouvait voir les préparatifs du mariage en bas. 200 invités assis dans la roseraie du manoir, un quatuor à cordes jouant le canon de Pachelbel, et assez de roses blanches pour ruiner un petit pays. Les médias l'avaient surnommé le mariage du siècle, spéculant follement sur la romance mystérieuse entre le milliardaire reclus de la pharmacie et l'artiste inconnu qui avait capturé son cœur. Si seulement il savait la vérité.
Madame Walter. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées tourbillonnantes. Thorne Whitaker, l'assistant impeccablement vêtu d'Alexander, passa la tête par la porte. Il est temps, Madame Walter. Le nom sonnait étranger sur sa langue, comme si elle essayait des vêtements qui appartenaient à quelqu'un d'autre. En 3 semaines, elle avait signé plus de documents juridiques qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie: contrat de mariage, police d'assurance qui la rendait plus précieuse morte que vivante. Alexander avait insisté sur une protection financière complète pour elle, même en cas de divorce ou de sa mort. La descente de l'allée ressemblait à une marche funèbre vêtue de soie de créateur. Chaque visage dans la foule était un étranger. Des associés, des dirigeants pharmaceutiques, des matrones de la haute société dont la fortune combinée pourrait financer de petites nations. Alexander se tenait à l'autel dans un smoking noir de jet qui lui donnait l'air du péché incarné, son expression aussi indéchiffrable que de la pierre taillée. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose d'électrique passa entre eux, une secousse de conscience qui la fit légèrement trébucher sur ses talons hauts. Sa mâchoire se crispa de manière presque imperceptible, et elle surprit une lueur brute dans ses profondeurs gris acier avant que son masque ne se remette en place. Le juge Harlan, un vieil ami de la famille qui avait officié 3 générations de mariage Walter, mena la cérémonie. Ses paroles traditionnelles sur l'amour et la dévotion sonnaient comme une moquerie compte tenu de leurs circonstances. Mais quand Alexander prononça ses vœux, sa voix portait une nuance qui lui fit parcourir un frisson. Moi, Alexander Lucius Walter, je te prends, Helena Marie Voss, pour être ma femme. Je promets de te protéger, de subvenir à tes besoins, et d'honorer l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre. La façon dont il souligna engagement le faisait sonner moins comme un arrangement commercial et plus comme un serment sacré. Quand ce fut son tour, sa voix trembla légèrement. Moi, Helena Marie Voss, je te prends, Alexander Lucius Walter, pour être mon mari. Je promets de me tenir à tes côtés, de respecter notre accord. Elle hésita, puis ajouta doucement, et d'essayer de comprendre l'homme derrière le contrat. Quelque chose changea dans son expression. De la surprise, peut-être, ou une vulnérabilité rapidement dissimulée. Lorsque le juge Harlan les déclara mari et femme, les mains d'Alexander furent étonnamment douces alors qu'il lui prit le visage pour leur premier baiser. Ses lèvres étaient chaudes et fermes contre les siennes, le contact durant juste assez longtemps pour satisfaire les attentes du photographe, mais assez court pour maintenir la fiction que ce n'était qu'une affaire. Sauf que cela ne ressemblait pas à une affaire quand son pouce effleura sa pommette ou quand ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres, comme pour en mémoriser la forme. La réception fut un tourbillon de toasts au champagne et de félicitations de personnes dont elle n'allait jamais se souvenir des noms. Alexander joua parfaitement le rôle du marié attentionné, sa main ne quittant jamais le creux de son dos, ses réponses aux vœux de bonheur douces et charmantes. Mais elle remarqua que son sourire n'atteignait jamais ses yeux, que sa mâchoire se tendait chaque fois que quelqu'un mentionnait des enfants ou l'avenir. Une histoire si romantique, s'extasia Béatrice Langford, une héritière pharmaceutique dont le collier de diamants pourrait probablement nourrir un petit village. Alexander nous a raconté comment vous l'avez séduit avec votre article. Nous devons absolument voir votre travail un de ces jours. Helena faillit s'étouffer avec son champagne. La version d'Alexander de leur rencontre était apparemment une histoire de coups de foudre et de romance éclair. Elle sentit sa main se resserrer de manière avertissante contre son dos. Helena est incroyablement talentueuse, dit-il avec aisance. Je lui fais construire un atelier au domaine. L'art est sa passion. La façon dont il dit passion fit naître une chaleur au creux de son ventre, ce qui n'était absolument pas censé se produire. C'était un arrangement commercial. Elle n'était pas censée être affectée par le sourire dévastateur de son faux mari ou par la façon dont son smoking soulignait ses larges épaules. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle commença à remarquer les signes subtils de l'inconfort d'Alexander. Comment il buvait de l'eau pétillante au lieu de champagne, comment ses réponses devenaient de plus en plus brèves quand on lui posait des questions personnelles, comment sa respiration changeait chaque fois que la conversation tournait autour de l'amour ou des émotions. Finalement, miséricordieusement, la réception prit fin. Le dernier invité partit avec des baisers en l'air et des promesses de déjeuner bientôt. Des promesses qu'Helena n'avait aucune intention de tenir. Elle se retrouva seule avec son nouveau mari dans le grand foyer du manoir. Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. Alexander desserra son nœud papillon. Ce simple geste était en quelque sorte plus intime que tout ce qui s'était passé pendant leur nuit de noces. « Votre chambre est dans l'allée, dit-il doucement. Thorne vous y conduira. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Vêtements, articles de toilette,
matériel d'art. S'il vous faut autre chose, demandez simplement au personnel. Où serez-vous? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. L'Ouest. Nous nous croiserons rarement, sauf si nous utilisons tous les deux les parties communes. Son ton était professionnel, mais elle perçut autre chose en dessous. Était-ce du soulagement ou de la déception? Thorne apparut comme s'il avait été invoqué, la conduisant à travers des couloirs bordés d'œuvres d'art inestimables vers ce qui serait sa prison pour les 2 prochaines années. L'aile était magnifique d'une manière discrète. Des couleurs chaudes, des meubles confortables et des fenêtres donnant sur le lac privé du domaine. Voici votre suite, expliqua Thorne, en ouvrant des portes doubles pour révéler un espace plus grand que toute la maison de sa famille. La chambre, le salon et votre salle de bain privée. Monsieur Walter a fait transformer la pièce attenante en atelier d'art pour vous. Le souffle d'Helena se coupa lorsqu'elle entra dans l'atelier. Des baies vitrées offraient une lumière nordique parfaite. Des chevalets de qualité professionnelle étaient prêts à l'emploi, et tout le matériel d'art imaginable était organisé avec une précision militaire. C'était le rêve d'un artiste, clairement conçu par quelqu'un qui comprenait intimement le processus créatif. Comment a-t-il su? Murmura-t-elle. Monsieur Walter fait des recherches approfondies sur tout, répondit diplomatiquement Thorne. Y aura-t-il autre chose ce soir, Madame Walter? Madame Walter. Elle supposa qu'elle ferait mieux de s'y habituer. Non, merci. C'est parfait. Après le départ de Thorne, Helena explora sa nouvelle maison avec une stupéfaction croissante. Le dressing était rempli de vêtements de créateurs à sa taille exacte, tous avec les étiquettes encore attachées. La salle de bain comportait une baignoire en marbre pouvant accueillir 4 personnes et une douche avec suffisamment de jet pour alimenter un petit vaisseau spatial. Mais c'est la chambre qui fit battre son cœur. Le lit king size était couvert de draps en soie qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, et quelqu'un avait laissé une seule rose blanche sur son oreiller, un geste qui semblait à la fois romantique et moqueur compte tenu de leurs circonstances. Elle troqua sa robe de mariée contre un pyjama en soie qui était luxueusement sensuel contre sa peau, puis se dirigea vers la fenêtre. Les terrains du domaine s'étendaient sur des kilomètres dans toutes les directions, éclairés par des lumières discrètes qui rendaient les jardins magiques. Quelque part dans l'aile ouest, Alexander faisait probablement la même chose, regardant son empire et se demandant dans quoi diable il s'était embarqué. Un léger carillon de son téléphone interrompit ses pensées. Un SMS d'un numéro inconnu. J'espère que tout vous convient. Dormez bien, Madame Walter. Ave. Elle fixa le message un long moment, puis répondit. Merci pour l'atelier. Il est magnifique. Sa réponse arriva presque immédiatement. De rien. Demain, nous commencerons à apprendre à vivre avec nos choix. Apprendre à vivre avec leurs choix. Cela sonnait à la fois menaçant et plein d'espoir. Helena posa le téléphone et se glissa dans l'énorme lit, entourée d'un luxe qui ressemblait plus à une cage dorée qu'à un nouveau départ. Mais alors qu'elle s'endormait, elle se surprit à ne pas penser au contrat, à l'argent ou aux 2 années qui s'étendaient devant elle, mais à ce moment pendant leur vœu où le masque d'Alexander était tombé. Pendant un instant, elle avait entrevu quelque chose de vulnérable et de désireux dans ses yeux. Quelque chose qui suggérait que peut-être, juste peut-être, ce monstre magnifique était aussi piégé par leur arrangement qu'elle l'était. Dehors, les lumières de sécurité du domaine projetaient de longues ombres sur le terrain, et Helena se demanda si Alexander était lui aussi éveillé, pensant à la femme qui venait de devenir sa femme de non seulement, et si 2 ans seraient suffisants pour découvrir qui il était vraiment sous tout ce contrôle minutieux. Et ainsi de suite pour le reste de l'histoire, en conservant le même style et la même attention aux détails.